Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Belinda était née sous le nom de Belinda Tracy Lucas et elle avait une sœur jumelle, Brenda. Les deux petites étaient arrivées au monde le 30 décembre 1968 pour le plus grand bonheur et la plus grande surprise de leurs parents, Carol et Tom. Imagine un peu. Après avoir eu 3 garçons, Carol s'attendait à tout, sauf à une fille, et encore moins à 2. Elle ignorait complètement qu'elle portait des jumelles. Autant dire que le choc avait été monumental. Belinda et ses 4 frères et sœurs avaient grandi à Nacogdoches, au Texas, dans une ambiance chaleureuse, joyeuse, un vrai cocon familial. Belinda, elle, avait débordé d'énergie. Elle avait été sportive, vive, passionnée. Son truc, c'était le basket. Quand elle ne courait pas sur un terrain, elle était assise devant un match, un carnet à la main, prenant des notes pour améliorer son jeu. Une enfant comme ça, c'est un peu un soleil avec des chaussures de sport. Elle avait cette capacité rare, se faire des amis facilement, foncer vers ses objectifs sans trembler. En grandissant, elle savait qu'elle voulait aider les gens. Au début, elle rêvait de devenir infirmière. Puis, finalement, elle avait décidé que son destin était d'être professeure en éducation spécialisée et coach de basket. 2 rêves qui avaient bel et bien pris vie. Elle en avait eu un 3e, tout aussi fort, se marier et avoir une grande famille, comme celle dans laquelle elle avait grandi. Et c'était logique. Belinda était incroyablement douée avec les enfants. C'était naturel chez elle. Sa famille était soudée, solide. Elle était aimée, encouragée, entourée. Rien dans son enfance ne semblait lui barrer la route. En entrant à l'université, Belinda avait d'abord fréquenté un junior college local, tout en vivant encore chez ses parents. Mais voilà, elle avait eu envie d'indépendance. Alors, elle avait travaillé, et pas un petit boulot. 3. Oui, 3 emplois. C'était tout elle, déterminée, acharnée. Grâce à ses efforts, elle avait fini par mettre suffisamment d'argent de côté pour voler de ses propres ailes et emménager avec 2 de ses meilleurs amis. À un moment, elle s'était même fiancée avec un garçon qu'elle fréquentait depuis le lycée. Mais ensuite, disons qu'il avait joué au plus idiot. Il lui avait été infidèle. Et elle n'était clairement pas du genre à accepter ça. Elle l'avait quitté sans se retourner. Fin de l'histoire. Et, honnêtement, cet épisode montrait parfaitement le caractère de Belinda, une femme qui ne laissait personne marcher sur elle. Pas question de tolérer le moindre manque de respect. Et tout le monde le savait. C'est aussi pour ça qu'elle était autant appréciée et respectée. Après avoir vécu avec ses amis et étudié dans son collège local, Belinda avait finalement décidé d'opérer un changement important dans sa vie. Elle avait intégré la Stephen F. Austin University. Et ce choix n'avait rien eu d'un hasard. Sa sœur jumelle, Brenda, étudiait justement dans cette même université. Et c'est là, sur ce campus, que Belinda allait finir par rencontrer celui qui deviendrait son mari, David
Temple. David venait de Katy, au Texas. Il était l'enfant du milieu de Maureen et Kenneth Temple. On a tous déjà entendu parler du syndrome de l'enfant du milieu, celui qu'on ignore, celui qu'on néglige. Eh bien ici, c'était exactement l'inverse. David avait été adoré, chouchouté, presque gâté pourri. Ses parents avaient été stricts avec ses 2 frères, mais avec lui, rien. Il pouvait tout se permettre, littéralement tout. Il s'en sortait toujours, une sorte d'immunité familiale, version premium. Et il faut dire que Katy est une ville obsédée par le sport, surtout le football américain au lycée. Là-bas, être un bon joueur, c'est un titre de noblesse, un passeport social, une couronne invisible. Dès son plus jeune âge, David avait montré qu'il allait devenir quelqu'un. Il s'était mis au football dès qu'il en avait eu l'âge et, une fois entré à Katy High School, sa petite gloire locale n'avait fait qu'exploser. Si tu as déjà vu plusieurs films américains, tu sais, un bon joueur de football, c'est automatiquement populaire, adoré, protégé et intouchable. David ne faisait pas exception. Et, pour être tout à fait honnête, il avait un autre trait de caractère que personne ne contestait. Il était un tyran. À moins de faire partie de ses amis ou de son équipe, il y avait de fortes chances qu'il te traite mal, très mal. On le surnommait même Temple of Death, le temple de la mort. Un surnom qui sonnait très film d'action. Sauf que là, c'était sa vraie personnalité, sur le terrain comme en dehors. Certains ont même soupçonné qu'il prenait des stéroïdes, ce qui expliquerait son agressivité constante. Rien n'a jamais été prouvé, mais disons qu'on comprend pourquoi la rumeur a circulé. Bref, pour résumer David, ses parents l'adoraient, les autres élèves le craignaient, les professeurs fermaient les yeux, et ses amis faisaient tout pour rester dans ses bonnes grâces. Et évidemment, son rêve était d'intégrer une grande université et de jouer en NFL. Le problème, il mesurait 1,80 m, trop petit pour les grandes équipes universitaires. Résultat, il a été recruté par Stephen F. Austin University, là où la pression sportive était un peu moins féroce. Et comme je l'ai dit, c'est précisément dans cette université que David et Belinda se sont rencontrés et qu'ils ont été inséparables dès le premier jour. David était le genre de petit ami qui mettait sa copine sur un piédestal, littéralement, et qui n'hésitait pas une seule seconde à se battre si quelqu'un osait la regarder de travers. Sur le papier, ça peut ressembler à de la loyauté, mais en réalité, c'était surtout dangereux. Si un homme souriait à la petite amie de David Temple, il se retrouvait au sol. Pourtant, beaucoup de proches affirmaient que David et Belinda formaient un beau couple. Les parents de David adoraient Belinda et leur passion commune pour le sport créait une vraie harmonie. Mais ceux qui connaissaient bien Belinda avaient remarqué autre chose, quelque chose de moins réjouissant. Avant David, Belinda était forte, affirmée, dominante même. Après le début de leur relation, elle était devenue soumise, effacée, presque méconnaissable, et ça, ce n'était pas un bon signe. On disait de Belinda qu'elle ne vivait plus que pour satisfaire David, combler tous ses besoins, parfois au point de ne même plus se défendre quand elle l'aurait dû. Et, tristement, cette passivité n'a fait que s'aggraver avec le temps. Sa colocataire à l'université et même sa sœur jumelle s'étaient inquiétées de l'influence que David avait sur elle. Mais plus on lui exprimait des doutes, plus Belinda s'attachait à lui, comme si les alertes la poussaient à se cramponner encore davantage. Très vite, David avait commencé à l'éloigner de sa famille, pourtant si proche d'elle.
Je ne sais pas s'il lui avait clairement dit qu'il ne les aimait pas. Mais soudain, Belinda ne téléphonait plus toutes les semaines, une habitude qu'elle avait toujours eue, et elle ne rentrait plus pour les fêtes. Sa priorité numéro 1, c'était désormais David. Et je n'ose même pas imaginer à quel point cela a dû être difficile pour la famille Lucas, et sûrement pour Belinda elle-même. Pourtant, la relation avait continué. Ils avaient adopté un chien, Chaka, puis David avait demandé Belinda en mariage, évidemment sur la ligne des 50 yards, parce que chez lui, tout devait tourner autour du football. Ils s'étaient mariés en 1992, avant même d'avoir fini leurs études. Peu après, ils avaient décidé d'obtenir chacun un master en éducation. Les parents de David adoraient tellement Belinda qu'ils avaient presque tout pris en charge pour le mariage. Autour de 1993, alors qu'ils terminaient leur master, David avait reçu une offre d'emploi. Entraîneur adjoint de football dans un lycée, Alief Hastings High School. Il avait accepté immédiatement, fou de joie, d'autant plus que l'école se trouvait à Katy, sa ville natale. Belinda, elle, avait trouvé très vite un poste comme professeur en éducation spécialisée. De l'extérieur, on aurait dit un couple accompli. Belinda s'était intégrée à merveille à Katy. Elle se faisait aimer partout où elle passait. David, en revanche, restait extrêmement secret. Beaucoup disaient qu'il était difficile de créer un lien avec lui, sauf une famille, les Harlan. Quentin Harlan, un autre coach du lycée, était devenu son ami, et sa femme, Tammy, s'était rapprochée de Belinda. Les Harlan faisaient partie des rares personnes à avoir réellement vu l'intérieur du couple, surtout quand les choses ont commencé à se détériorer. Tammy et Belinda étaient devenues très proches, et c'est à Tammy que Belinda avait confié son premier grand doute. Elle pensait que David la trompait. Elle n'avait aucune preuve, bien sûr, et encore moins le courage de confronter son mari. Alors elle avait refoulé son instinct, espéré que ce n'était rien, que ça passerait. En 1994, leur vie avait pris un nouveau tournant. Belinda était enceinte de leur premier enfant, un petit garçon. Le 13 avril 1995, Evan Temple était né. Il avait été la lumière de la vie de Belinda. Elle avait toujours rêvé d'une grande famille, et Evan en était le tout premier chapitre. David, de son côté, était très fier d'avoir un fils, mais ce qui est frappant, c'est que même avec un enfant, il n'avait aucune envie d'inclure la famille de Belinda. Brenda, la jumelle, avait même eu l'impression qu'il faisait exprès de tenir Evan à distance du reste des Lucas. Et franchement, je ne vois qu'une raison à cela, le contrôle. Le seul langage que David Temple a toujours semblé comprendre. Belinda savait que les choses se passeraient toujours selon la volonté de son mari. Pourquoi restait-elle si soumise ? Peut-être par peur. Beaucoup pensent qu'elle redoutait tout simplement ce dont il était capable si elle ne suivait pas ses règles. Après la naissance de Evan, la carrière de Belinda avait décollé. Elle avait obtenu un poste de professeur en éducation spécialisée et de coach de basket à Katy High School, littéralement son rêve. Elle avait tout, son fils, son travail idéal et la possibilité de coacher. Et pour décrire Belinda comme enseignante, il faudrait presque inventer un mot. Elle était exceptionnelle. Elle aimait ses élèves, aimait l'école, aimait son rôle. Tout le monde l'adorait. Les professeurs, les élèves, tout le personnel. Elle envoyait chaque jour des citations inspirantes par email. Elle était la plus investie lors des journées à thème
et la voix la plus forte dans les tribunes lors des matchs. Belinda était une présence lumineuse, une femme qui donnait tout, une femme qui méritait tellement mieux que ce qui l'attendait. Même si tout semblait enfin aller pour elle, elle était mère, coach, professeure, accomplie, elle continuait de souffrir en silence parce que chez elle, la réalité était tout autre. David devenait de plus en plus contrôlant, jour après jour. À ce stade, il dictait littéralement quelle marque de vêtements elle avait le droit de porter, et même lesquels leur bébé était autorisé à porter. Oui, on en était là. Les amis et voisins avaient remarqué que Belinda changeait complètement quand David apparaissait. La Belinda indépendante et lumineuse disparaissait d'un coup, écrasée par sa présence. Beaucoup avaient eu l'impression qu'elle n'avait plus le droit d'exister en dehors de lui. Et le plus ironique, ou plutôt le plus révoltant, c'est que pendant qu'il l'isolait, lui menait toute une vie secrète. David et Quentin Harlan, son collègue coach, son meilleur ami, celui dont la femme Tammy était proche de Belinda, avaient un faible pour la même femme, Heather Scott, une autre professeure de l'école. Une dynamique franchement malsaine s'était installée entre les trois. Quentin avait été le premier à dire qu'il craquait pour Heather, mais David, lui, avait foncé. Ça avait commencé avec des emails ultra coquins qu'il s'envoyait toute la journée. Et pendant que David jouait les charmeurs, Quentin envoyait lui aussi des messages, mais Heather ne s'intéressait qu'à David. Et comme David ne portait jamais son alliance au travail et ne parlait jamais de Belinda, personne ne savait qu'il était marié. Personne. Sauf Quentin. Même Heather n'était pas au courant au début. Il sortait chaque semaine à des afterworks et pour tout le monde, c'était clair. David et Heather formaient un couple. Pendant ce temps-là, Belinda n'en savait rien. Bien sûr, elle avait déjà eu des doutes, mais sans preuve, terrorisée à l'idée de le confronter, elle n'avait jamais rien dit. Et malheureusement, l'infidélité n'était pas la seule chose ignoble que David lui faisait subir. En 1998, il était resté des semaines entières sans lui adresser un mot. Oui, des semaines. Silence total. Il se montrait méchant, humiliant. Il critiquait son apparence devant d'autres personnes, surtout depuis qu'elle avait pris un peu de poids après la naissance de Evan. Il rappelait qu'elle était mince avant, et il le disait avec une cruauté affligeante. Belinda était malheureuse, et pourtant, devant les autres, elle faisait semblant. Elle souriait. Elle jouait la femme heureuse. Seuls quelques amis très proches connaissaient la vérité. Vers le milieu de l'année, alors qu'il daignait enfin lui reparler, les deux avaient appris qu'ils attendaient un deuxième enfant, une petite fille. Ils avaient choisi le prénom Erin. Belinda était folle de joie, comme pour son premier bébé. Elle rêvait d'une fille depuis longtemps. David, lui, n'avait montré aucune joie. Rien. Pas un éclat d'enthousiasme. Il prétendra plus tard avoir été très investi dans cette grossesse, mais la vérité, il n'en avait strictement rien à faire. Il continuait de traiter Belinda comme de la merde, grossesse ou pas. Belinda avait tout préparé seule. La chambre, les achats, la peinture, tout. Elle suppliait David de l'aider, mais il l'ignorait. À un moment, elle avait même insisté pour qu'il installe des étagères dans la chambre du bébé. Elle avait demandé, redemandé, rien. Il avait mieux à faire, c'est-à-dire Heather. Et ce n'est pas tout. Heather avait fini par apprendre que David était marié et qu'il allait avoir un autre enfant. Et malgré ça, elle avait voulu continuer la relation, comme si rien n'était grave,
comme si Belinda, enceinte, n'existait pas. Vers la fin de 1998, Belinda faisait tout pour garder la tête hors de l'eau. Elle préparait l'arrivée du bébé toute seule, essayait de rester enthousiaste, mais au fond, elle était brisée. Elle savait très bien que quelque chose se tramait derrière son dos, et malgré ça, elle continuait, enseigner, coacher, s'occuper de Evan, être cette femme extraordinaire que tout le monde admirait, sauf son mari. Noël approchait, et elle voulait en faire un moment magique pour Evan. Elle y avait mis tout son cœur. Pendant ce temps, David avait de plus en plus de mal à cacher son désintérêt total pour le bébé à venir. Peu après Noël, sa sœur Brenda avait décidé de prendre l'avion depuis le Kansas pour venir à Katy et soutenir Belinda. Elle était à 8 mois de grossesse. On pensait même qu'elle pourrait accoucher en avance et les jumelles voulaient aussi fêter leur anniversaire ensemble, le 30 décembre. Ces quelques jours avaient suffi à Brenda pour réaliser l'ampleur du cauchemar que vivait sa sœur. Elle avait entendu David traiter Belinda de grosse. Oui, de grosse, alors qu'elle était enceinte de 8 mois. C'était écœurant. Les époux s'étaient mis d'accord pour ne pas s'offrir de gros cadeaux de Noël, question de budget avec le bébé. Mais Belinda, elle, espérait au moins un petit geste, quelque chose de tendre. David ne lui avait absolument rien offert, ni pour Noël, ni pour son anniversaire. Et, sans surprise, il avait offert à Heather un collier en or. Et malgré le fait que Belinda pouvait accoucher d'un jour à l'autre, il avait annoncé qu'il partait en voyage de chasse. Il leur avait juste dit qu'il partait sans dire où, avec qui, ni combien de temps. Il allait être absent pour le Nouvel An, alors que sa femme pouvait accoucher en son absence. Belinda avait été dévastée, bien sûr. Elle ne savait même pas comment le joindre. Et où était-il réellement ce fameux soir du réveillon? Avec Heather, à une fête, entouré de collègues. Il menait sa double vie au grand jour, sans honte, et il se vantait même d'avoir bien manipulé sa femme. Très classe, vraiment. On arrive alors au 11 janvier 1998. Belinda n'était plus qu'à 1 ou 2 semaines d'accoucher. Elle n'avait presque pas dormi. La grossesse la fatiguait. Et Evan, malade, avait passé la nuit avec de la fièvre. David, évidemment, n'avait pas levé le petit doigt. Éreintée, Belinda avait tout de même décidé d'envoyer Evan, très malade, à la garderie, parce qu'elle ne pouvait pas manquer le travail. Elle gardait toutes ses heures de congé pour l'accouchement. Elle avait tout de même prévenu David. Si Evan n'allait pas bien, c'était à lui d'aller le chercher. La garderie a fini par appeler. Evan était trop malade pour rester, sa fièvre montait, il ne mangeait plus. Quelqu'un devait venir. David n'était pas venu. Belinda avait essayé de l'appeler encore et encore. Il n'avait pas répondu. Alors elle avait dû quitter son travail elle-même pour récupérer son fils. Elle l'avait ramené à la maison, mais elle devait retourner au lycée. Elle avait une réunion parents-professeurs. Elle avait insisté, appelé David à nouveau, jusqu'à finalement l'atteindre à 12h15. Il avait fini par rentrer garder Evan. Pendant que Belinda retournait travailler, David était à la maison. Mécontent, furieux d'avoir dû quitter son travail pour s'occuper de son propre fils. Belinda avait quitté le lycée vers 15h30. S'était arrêtée chez les parents de David pour récupérer de la soupe, puis était rentrée, épuisée. Selon David, elle était arrivée vers 16h, trop fatiguée pour faire quoi que ce soit.
Il avait alors décidé d'emmener Evan faire quelques courses, puis au parc, pour que Belinda puisse se reposer. Il avait dit avoir d'abord été dans un premier parc, puis avoir voulu en changer. En route vers le second, Evan avait eu soif, alors il s'était arrêté dans une épicerie, Brookshire Brothers, pour prendre à boire et acheter de la nourriture pour le chat. Ensuite, finalement, ils étaient allés à Home Depot. Les caméras de surveillance confirmaient leur présence à ces deux endroits. David et Evan seraient rentrés vers 17h30. Et c'est là que, selon David, le drame. Il affirmait avoir laissé Evan dans le garage avec son petit vélo, puis s'être approché de la porte latérale de la maison. Et là, il aurait vu que la porte avait été fracturée. La suite, le début d'une tragédie. Selon David, c'est à ce moment-là qu'il aurait attrapé Evan, traversé la rue en courant et martelé la porte du voisin. Quand celui-ci a ouvert, David lui aurait littéralement fourré Evan dans les bras, paniqué, en disant que quelqu'un avait cambriolé sa maison et qu'il devait retourner vérifier si Belinda allait bien. Le voisin avait confié Evan à sa femme et avait suivi David. Il ne voulait pas qu'il entre seul dans une maison potentiellement dangereuse. À 17h36, la femme du voisin avait appelé le 911, déclarant qu'il y avait un cambriolage chez les Temples. 2 minutes plus tard, un second appel d'urgence arrivait. Cette fois, c'était David, annonçant que sa femme avait été assassinée. Pendant l'appel, l'opérateur lui avait posé les questions habituelles. Peut-il sentir un pouls? David dit que oui. Peut-il pratiquer une RCP au cas où la mère ne survivrait pas pour tenter de sauver le bébé? David avait répondu que c'était impossible. Selon lui, la tête de Belinda avait été réduite en miettes. Lorsque 2 adjoints du comté de Harris étaient arrivés, ils avaient été empêchés d'entrer à cause de Shaka, le chien des temples, extrêmement agressif. Ils étaient prêts à l'abattre, mais David était finalement sorti pour l'enfermer dans le garage. Les policiers avaient alors découvert Belinda, morte dans son placard, tuée d'une balle derrière la tête. La scène était sanglante et l'enfant qu'elle portait n'avait pas eu la chance de survivre. L'intérieur de la maison donnait l'impression d'un cambriolage raté. Porte latérale fracturée, verre au sol, télé renversée, tiroir ouvert. Pourtant, rien n'avait été volé. Portefeuille, clés, bijoux, tout était là. Les tiroirs n'avaient même pas été fouillés et le désordre semblait artificiel. Le comportement de David avait immédiatement alarmé les policiers, irrités quand on lui demandait une déclaration, pas ému par la mort de sa femme, et aucun appel à Belinda en entrant dans la maison. De plus en plus, la scène paraissait mise en scène. Les preuves techniques ne collaient pas non plus. Le verre fracturé se trouvait dans le salon au lieu d'être derrière la porte, ce qui signifiait que la vitre avait été brisée alors que la porte était ouverte. Shaka n'aurait jamais laissé un intrus entrer, ce qui contredisait l'idée d'un cambriolage. David prétendait avoir vérifié le pouls, mais il n'avait aucune trace de sang sur lui. Quant à son alibi, il était bancal. Les caméras confirmaient ses passages à Brookshire Brothers et Home Depot, mais il avait mis 36 minutes pour un trajet de 20 minutes. Un témoin l'avait même vu près des rizières, où les enquêteurs pensent qu'il s'était débarrassé de l'arme, un fusil calibre 12, jamais retrouvé. En résumé,
les éléments de la scène, le comportement de David, les incohérences techniques et l'alibi douteux pointaient tous vers une mise en scène de cambriolage et une implication directe de David dans le meurtre de Belinda. L'autopsie a confirmé que Belinda avait été exécutée avec un fusil calibre 12, tiré directement derrière sa tête alors qu'elle était à genoux. Ce mode opératoire ne correspondait absolument pas à un cambriolage. De plus, un voleur n'aurait jamais agi en plein après-midi, dans un quartier familial, avec une arme aussi voyante et bruyante. Tout semblait pointer vers David, mais les enquêteurs manquaient de preuves matérielles. Pas d'armes, pas d'ADN utilisable. Et David avait une image parfaite de coach respecté, ce qui freinait les soupçons. L'affaire de son adultère avec Heather, révélée le jour de l'autopsie, est vite devenue le mobile principal. D'autant que, quelques jours seulement après le meurtre, David demandait déjà des nouvelles de sa maîtresse. Un autre suspect avait toutefois attiré l'attention. Riley Joe Sanders, un adolescent du quartier. Belinda avait signalé ses nombreuses absences scolaires, ce qu'il avait très mal pris. Riley avait menti sur son emploi du temps le jour du meurtre, et 8 jours auparavant, il avait cambriolé une maison. Son père possédait aussi un fusil calibre 12, retrouvé caché sous le lit d'un ami. Mais après analyse, ce n'était pas l'arme du crime, et aucune preuve n'a permis de l'impliquer. Pendant des années, l'affaire n'avançait pas. La famille Lucas réclamait justice, tandis que la famille de David restait totalement silencieuse. David, lui, continuait sa vie et épousa même Heather en 2001. Finalement, en novembre 2004, un mandat d'arrêt a été délivré. David a plaidé non coupable et son procès s'est ouvert le 16 octobre 2007. Pour l'accusation, le mobile était simple. L'adultère. David voulait être avec Heather et aurait préféré tuer Belinda, enceinte, plutôt que divorcer. Selon la procureure, il aurait mis en scène un faux cambriolage, emmené Evan faire des courses pour se créer un alibi, puis exécuter Belinda dès son retour. L'heure exacte de la mort était le point clé. La défense affirmait que Belinda avait été tuée à 16h30, moment où David était filmé ailleurs. L'accusation soutenait qu'elle avait été tuée vers 16h, juste après être rentrée, car elle portait encore ses vêtements de travail. Le scénario retenu par l'accusation. Belinda rentre, monte et est tuée immédiatement. Cela donnait à David 20 minutes pour casser la porte, disperser le verre, renverser quelques objets et partir avec Evan, un délai jugé largement suffisant. Il rappelait aussi les incohérences majeures, verre mal placé, chien qui n'aurait pas laissé entrer un inconnu, absence de vol et comportement froid de David. Plusieurs témoins, Quentin, Tammy Harlan, les adjoints, ont confirmé son attitude distante et sans émotion. 2 témoignages ont particulièrement frappé. Riley Joe Sanders, longtemps suspecté, a témoigné pour l'accusation. Coopératif et clair, il a été complètement écarté de l'affaire. Heather Scott Temple, la maîtresse devenue épouse, a témoigné pour la défense. Cela donnait une impression désastreuse. L'homme accusé d'avoir tué sa femme pour elle l'avait effectivement épousée. Elle a minimisé leur relation, prétendant qu'elle n'était pas sérieuse et récente. Pourtant, elle avait déjà dit que David ne parlait jamais de Belinda après sa mort, ce qui renforçait l'image d'un homme froid. L'objectif de la défense, créer le doute, surtout en l'absence de l'arme du crime. Leur plus gros problème, le verre.
La physique prouvait qu'il n'avait pas pu se retrouver sur le côté si la porte avait été fracturée en position fermée. Ils ont tenté d'expliquer que David l'avait déplacée en entrant. Explication jugée peu crédible. Ils ont aussi essayé d'affaiblir l'idée d'un chien agressif. Mais les policiers ayant failli se faire attaquer n'étaient pas convaincus. Enfin, leur argument central restait l'heure du tir. S'il était survenu à 16h30, David avait un alibi béton grâce aux caméras. C'était la pierre angulaire de leur stratégie. En 1999, 3 adolescents du quartier avaient affirmé avoir entendu un coup de feu à 16h30. Si c'était bien celui qui avait tué Belinda, David ne pouvait pas en être l'auteur. Mais leur témoignage restait fragile. Des enfants peuvent se tromper d'heure ou confondre un bruit. Malgré cela, en novembre 2007, après 4 semaines de procès, David Temple avait été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Des années plus tard, un ami de Riley Sanders avait révélé que Riley lui aurait confié qu'un cambriolage avait mal tourné, qu'il s'était fait attaquer par le chien et qu'il avait tiré avant de fuir. Pour lui, tirer sur le chien signifiait peut-être tirer sur Belinda. Un détective chargé de réexaminer l'affaire avait ensuite découvert plus de 1300 pages de documents peu exploités, tous remplis d'éléments concernant Riley. Selon lui, jamais divulgués au tribunal. La défense de David s'était engouffrée dans cette faille, affirmant que la procureure avait retenu des preuves. Le juge n'avait pas été convaincu par les explications de l'ancienne procureure et avait recommandé de rouvrir l'affaire. En novembre 2016, la Cour d'appel criminelle du Texas avait annulé la condamnation de David. Après 9 ans de prison, il avait été libéré sous caution en attendant un nouveau procès. Le 8 juillet 2019, un deuxième procès avait commencé. 4 jours plus tard, Heather annonçait divorcer de David, un très mauvais signal pour lui. Pendant 18 jours, un nouveau jury avait tout réentendu. Et après 7 heures de délibération, il l'avait reconnu coupable une deuxième fois. Mais un problème subsistait. Le jury n'arrivait pas à s'entendre sur la peine. Résultat, Mistrial uniquement pour la sentence. La culpabilité restait définitivement établie. Seule la peine devait être rejugée. La pandémie avait ensuite retardé la procédure. Et pendant tout ce temps, David restait libre sous caution. En avril 2023, 24 ans après le meurtre, la sentence définitive est enfin tombée. David est condamné à la prison à perpétuité. Pourtant, il pourra demander une libération conditionnelle dans 17 ans, ce qui a choqué beaucoup de monde. Evan, le fils de Belinda et David, est resté du côté de son père tout au long des procédures, convaincu de son innocence. La famille Lucas, elle, affirme toujours que David a tué Belinda et leur bébé à naître, Erin. Belinda était une femme aimée, lumineuse, respectée, et elle a été victime d'une violence atroce cachée derrière l'image d'un mari parfait. Son meurtre a laissé un vide immense et une douleur durable que sa famille ne pourra jamais vraiment surmonter. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît.
bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.